C'est coquet, Bernien. Sur la côte de Nacre, ces 2300 habitants doivent savourer un certain art de vivre. En fin de journée, il n'y a pas grand monde. La mairie a clos ses volets, la promenade des Français sur le front de mer est vide. Les cabines de bain savent que la saison va bientôt arriver et se reposent encore. L'atelier de bateaux de plaisance fait les prolongations. Notre-Dame de la Nativité sonne l'heure de rentrer pour des arpenteurs de grève attardés. Difficile d'imaginer qu'il y a 65 ans, l'estran était rempli de soldats, que l'air était poudre et fumée, que le sable buvait le sang, que les façades étaient éventrées, qu'on y parlait l'anglais, le français avec l'accent de Montréal et l'allemand, et pourtant. L'ampleur des pertes humaines, des destructions matérielles et des souffrances infligées aux populations civiles, la Seconde Guerre mondiale se distingue de tous les autres conflits. Vous avez été surpris de la diversité des personnes et des associations, comme vous dites, très généreuses à l'égard de la jeunesse. D'abord, je voudrais dire que le principal souci et le devoir de mémoire qui est celui du monde combattant, c'est de transmettre quelque chose et transmettre à la jeunesse. Ce n'est pas entre nous, anciens combattants, que nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. C'est la transmission de la mémoire à la jeunesse, c'est le point fort que je fais. À côté de l'église de style normand, XIIe, XIIIe siècle, se trouve le monument aux morts, une stèle faite à la manière de la France de l'intérieur, comme on dit encore en Moselle. À lire les noms, 14-18 est bien la plus meurtrière. L'Indochine ne compte qu'un brave. 39-45 est entre les deux. Les garçons sont tombés en mai-juin 40, une hécatombe en 2 mois avec des civils ici en plus. C'est normal, on est à Juno Beach, la plage dévolue aux Canadiens un 6 juin 44. La 3e division de fanterie débarquait après 8 heures du matin. À 10 heures, le régiment de la Chaudière faisait le ménage. Les garçons de Rodney Keller venaient du pays de l'érable. Un repère inuit rend hommage à ceux qui sont tombés. Une étrave de pierre fait de même avec l'exploit. Les anciens combattants veulent mettre la jeunesse 57 et sarroise dans le 14. À 4h30 du matin, le bus est devant l'établissement de la salle de Metz, 22 lycéens et 5 accompagnateurs. Bon, je viens devant là. Alors ici, nous avons avec nous des élèves qui sont de terminale technique, des STG, de la classe de terminale mercatique, et nous avons 5 élèves du supérieur, tout à fait exactement 7 élèves du supérieur qui sont du cycle DECF et DCG. Les Allemands se sont levés plus tôt, ils viennent de 2 écoles. En Allemagne, c'est ERS, Erweiterte Realschule, ça s'appelle. Et notre patronne, c'est Edith Stein. On la connaît peut-être. Edith Stein, elle était juive et elle a converti vers le christianisme et a donné alors nom à notre école. Et nous avons, vers 400 élèves. Et nous sommes là avec un groupe d'élèves qui travaille contre le racisme, vous le voyez ici. Hein. Et pour cela, nous sommes ici, sur le cimetière en Normandie. Et c'est un lieu où on a beaucoup à penser, où on voit que le racisme ne sert à rien. Ça va les marquer, je l'espère.
je crois pas être naïf en disant que ça les marque déjà, de réfléchir sur l'épaisseur historique, de prendre en compte la somme des individualités, de prendre en compte la somme des destins individuels sur des lieux comme ça. Et du coup, les chiffres que l'on nous assène parfois, ou les scènes de combat que l'on voit dans les films hollywoodiens ou autres, pour ces élèves-là, pour ces futurs adultes, pour ces futurs citoyens, pour ces futurs pères de famille, mères de famille, ces images-là ne voudront pas plus dire la même chose à partir de notre voyage. Let's Go dit Eisenhower un 5 juin 1944, la houle était forte. Il fallait faire face à la mer dont le tourisme aujourd'hui profite. Pas un village sans son musée, son mausolée, son cimetière. Dans l'offre pléthorique, il faut sélectionner avec un budget serré. C'est le travail d'Audrey. Si le voyage est un succès, c'est parce qu'elle a fait la logistique. Et l'idée d'associer des Allemands, c'est parti d'une simple conversation en se disant et si on invitait ceci, et si on invitait cela, et en fait comme on a de très bons contacts avec Monsieur Huver, il a de très bons contacts avec différents établissements allemands, il s'est tout de suite renseigné et les Allemands ont été très réactifs en nous disant ok, il n'y a aucun problème. Piccadilly Circus était quelque part dans les vagues le point de rassemblement. Neptune n'était pas avec les Alliés, pourtant 5300 embarcations parties de 5 ports anglais s'y retrouvaient pour déverser 170 000 hommes en Normandie au soir du 6. Le jour le plus long, c'est l'armada jamais égalée. À Arromanches, les containers Phoenix témoignent encore de l'audace de l'opération Overlord. En 100 jours, c'était 2 500 000 hommes sur le continent, 500 000 véhicules, 4 millions de tonnes de matériel. Tout est passé par là. C'est hallucinant. Ici, on est donc à Arromanches. On est au milieu du dispositif de l'opération Overlord. Derrière moi, le port artificiel, ou tout du moins ce qu'il en reste, donc les caissons Phoenix, qui ont servi à débarquer toute la logistique de l'opération Overlord à partir du 12 juin jusqu'à plusieurs mois encore après, avant de pouvoir prendre un port en eau profonde qui était nécessaire à continuer la bataille de Normandie qui a duré plus de 2 mois. Donc cet endroit d'Arromanches en fait détermine le centre par rapport au dispositif d'Overlord où à l'est les Britanniques, les Canadiens et les Français du commando Kiefer, et à l'ouest sur la presqu'île de Cherbourg jusqu'à Port-en-Bessin les Américains avec Omaha et Utah Beach. Aujourd'hui, il y a du monde, c'est le vendredi de l'Ascension. Les professeurs en ont dit plus sur ce port d'exception comme sur l'adversaire de la 7e et de la 15e armée allemande, avec un chef mythique aux commandes de batterie qui avait vu sur la mer, le maréchal Rommel. Aujourd'hui, les gamins s'y amusent comme dans Fort Boyard. La plupart des informations ont été détenues par les Alliés, et notamment par le renseignement, par la population qui... Dans un esprit de résistance. Pour certains d'entre eux, on fait parvenir en Angleterre des plans plus ou moins précis de ce qui se construisait sur la côte et qui pouvaient faire des descriptifs visuels et faire parvenir ces informations aux Alliés. En plus de ça, il y a de l'observation aérienne qui a été effectuée et pour le restant, pour tout ce qui est obstacles, mines, etc. sur les plages, il est sûr que c'est les préparations d'artillerie qui ont pu supprimer une partie de tous ces obstacles. Le génie a fait le reste. Ce jour-là, il fallait avoir du cran, sauter à l'eau depuis les barges, gagner la plage remplie d'obstacles avec le barda sous le dos, sous le feu de la Wehrmacht pour obtenir une tête de pont qui ouvrirait un 3e front en Europe. C'était pas du tout cuit. Pourtant, cela s'est globalement bien passé, sauf à Omaha. La 1re et la 29e division d'infanterie ont peiné. Bombardement nocturne inefficace, 500 mètres à découvert, pas d'appui de chars amphibies et des unités revenues du front russe pour opposition. Aujourd'hui, sur Bloody Omaha, tout est calme. Les jeunes Allemands pique-niquent, leurs camarades français font de même. Ils reviennent de la pointe du Hawk. Là-bas, les Rangers sont grimpés plus de 20 mètres de falaise pour prendre une batterie coincée entre Utah et Omaha. 225 au départ,
90 à l'arrivée pour des canons qui n'étaient même pas installés, c'est cher payé. Le prof fait la leçon en extérieur sur les lieux mêmes des combats. Ici, pas besoin d'artifice pédagogique pour faire comprendre les enjeux. Même si la charge émotionnelle peut parfois l'emporter, même si l'émotion donc peut être parfois plus grande que la pédagogie, que la science ou que le rapport à la mémoire, qui sont des thèmes qui sont délicats à manipuler. Et par exemple, là nous sommes à quelques kilomètres de la pointe du Hoc, que nous avons visité avec les élèves, avec les Allemands aussi, ça c'est une autre satisfaction. Et là, le contexte fait que l'émotion est plus grande presque que les explications historiques. Pas tout à fait 200 000 hommes, marins et combattants. Des pertes, les Alliés en ont connu, 10 000 tués environ, plus de 6 000 Américains et 4 000 Britanniques. Ils reposent dans les cimetières. Dans l'incertitude, le groupe s'arrête à Bayeux. C'est l'occasion d'en mettre un peu plus dans les cerveaux, de parler du discours de De Gaulle un 14 juin 1944, mais surtout de celui du 16 juin 1946 sur la refonte des institutions. Ça permet aussi d'aller voir la tapisserie du conquérant Guillaume qui faisait la marche inverse des Alliés. Hastings, c'était en octobre 1066. Est très importante. On fait on établit les causes, les raisons pour les guerres. Hein. C'est haïr quelqu'un, haïr les Juifs. Pourquoi haïr les Juifs? Est-ce qu'il faut faire des choses comme ça envers un autre, envers envers un peuple qui n'a rien fait? Aussi. Oui, la référence à aujourd'hui. Hein, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on a appris? Ça, c'est très important. Il faut alors des contacts parce que la Deuxième Guerre mondiale, déjà pour les jeunes, c'est très loin, c'est éloigné. Et une place comme ça, ça donne la chance de renouveler ça. Hein, mettre le point de vue à cela. Et pour nous, c'était très efficace, je dirais. André avait voulu pimenter le séjour avec 2 conférenciers après le repas. Le premier est un jeune chercheur de l'université de Caen. Cédric Neveu est un spécialiste du camp de Neisweiler. Il a expliqué la germanisation et la nazification de l'Alsace-Moselle annexée depuis le Calvados. Le second, Jacques Vico, a raconté son histoire familiale et personnelle qu'il a fait passer du FFI au FFL. C'est un pur résistant. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a rencontré une fois ici à Caen 90 lycéens allemands, 90 lycéens français, 20 résistants allemands et 20 résistants français. Et nous avons discuté pendant toute une journée avec ces résistants allemands. Et parmi eux, il y avait des gars qui avaient débarqué avec les troupes britanniques. Il y avait parmi eux un type qui était dans la Royal Air Force, qui était aviateur allemand, qui avait été arrêté en 1934, qui avait été interné à Dachau, qui s'était échappé de Dachau à l'époque, c'était pas encore le système complet, c'était pas encore au point, c'était le début. Qui a rejoint l'Angleterre, qui s'est engagé dans la Royal Air Force, qui allait bombarder toutes les nuits l'Allemagne. Et il y a une lycéenne française qui lui dit, mais quel sentiment vous aviez en allant bombarder votre pays toutes les nuits? Dit, tu te rends pas compte, ma pauvre petite, tu te rends pas compte ce qu'est une idéologie comme le nazisme? Tu ne t'imagines pas ce que Hitler a imposé au peuple allemand? Le peuple allemand, il faut le libérer. Comment le libérer si je ne participe pas au combat aux côtés des Alliés? C'est une bête féroce, on ne peut le détruire qu'en lui faisant perdre la guerre. Le bilan de la virée normande est positif. Le contenu était dense, avec des cours particuliers. L'épreuve d'histoire pour ces adolescents devrait être une vraie formalité. Et puis il y avait l'ambiance. Beaucoup ne se connaissaient pas au départ. La glace s'est brisée naturellement. Maintenant, il suffit qu'il y ait un sujet sur la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, on sait déjà que, au moins, le débarquement en Normandie, ça s'est passé sur Omaha Beach, et Utah Beach, Gold et Sword
Le jour? Et le jour? Ouais, le jour où c'était passé. Ah, le 6 juin. Hier lernt man viel und ich habe eigentlich einen guten Eindruck, weil es ist alles gut organisiert und Ce voyage est surtout destiné aux enfants, pas uniquement aux enfants français, mais la mission, quand c'est défini, nous, les anciens combattants de la zone frontalière, c'est d'intégrer, par le biais des anciens combattants allemands, la jeunesse allemande. Et de ce côté, c'est une chose parfaitement réussie. Les enseignants avaient bien préparé les enfants historiquement, mais aussi à la veille des grandes visites, et surtout la visite de ce matin sur le cimetière allemand, où nous avons fait bien sûr une magnifique photo groupée avec toute la jeunesse, tous les jeunes, cimetière sur lequel, le cimetière de Cambes, où le représentant, directeur de ce cimetière, un Alsacien, comme par hasard, qui parlait très bien l'allemand, bien sûr aussi le français, et qui a su expliquer le pourquoi de ces 22 000 tombes allemandes, parmi lesquelles se trouvent également des SS qu'on voulait dans un premier temps éviter à être enterrés dans ce cimetière. Il a eu ces mots fantastiques lorsqu'il prétend et lorsqu'il dit que ce n'est pas à l'homme actuel, ce n'est pas à l'individu de juger un autre individu qui était sous le coup d'un conditionnement contre lequel il ne pouvait rien faire. Donc ce n'est pas à l'homme de juger, comme le dit si bien les dernières phrases sur le grand monument à l'intérieur, au milieu du cimetière, c'est Dieu qui a le dernier mot. La réconciliation des peuples, enfin, même si elle est faite maintenant, grâce à l'Europe, les échanges commerciaux, le libre-échange, et le monde mondialisé, global dans lequel on vit, c'est un fait, ça existe, mais c'est quand même important de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui, quelque part, il y a quand même 60 ans, auraient été nos ennemis, et de se rendre compte à quel point tout ça c'est oublié. En tout cas pour notre génération, il n'y a aucune rancœur de notre part, et je crois que c'est ça le plus important, c'est de voir que toute cette période de l'histoire, enfin, pour la jeune génération, n'a pas été oubliée, mais elle a été pardonnée, elle a été intégrée à notre histoire. Un week-end où on a peine à trouver ce qu'on ne leur a pas dit. Peut-être que de la mer vient la liberté, chargée de tous les dangers, et que de la terre vient parfois le vent de la révolte, mais aussi le souffle de la délation. C'était joli, Bernière.